Bonjour, mon nom est Isabelle Despatie, auteure du livre Le manager est un voyageur du temps. Aujourd'hui, un podcast sur les leaders inspirants et gestionnaires d'aujourd'hui. Hey, allô, Marcelo, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Je suis super contente de t'avoir en entrevue parce que je sais que tu as un super background, super intéressant qui risque d'intéresser tout le monde. Et je sens que quand même, tu es un manager qui est un voyageur du temps parce que tu es souvent travaillé dans des entreprises qui étaient au forefront puis qui a aussi beaucoup d'innovation. Donc, je pense que tes insights vont vraiment intéresser plein de monde. Oui, effectivement. Moi, j'ai toujours travaillé dans la high-tech, puis aux côtés du bleeding edge, justement, comme on dit, là, de l'innovation. Ça a été toujours l'environnement dans lequel j'ai évolué. Donc, effectivement, il y a des beaux défis dans cet environnement-là. Ouais, c'est clair. Et puis, pour que tout le monde puisse apprécier, comme moi j'apprécie finalement ton background, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parcours pour que tout le monde en comprenne de où tu viens puis où est-ce que tu es rendu maintenant? Certainement. Donc, moi, je suis d'origine brésilienne, mais j'ai grandi mon adolescence au Québec. C'est important parce qu'il y a un aspect international, multilingue par rapport à ma carrière qui est venu jouer. Donc, je pars de là. J'ai fait mes études en ingénierie. Je suis ingénieur électrique de formation à l'École polytechnique de Montréal. Et mon premier job, ça a été vraiment comme un développeur typique là, en développement de matériel dans une petite boîte. En fait, j'étais l'employé numéro 12. Ça, c'était un point intéressant. Quand on rentre dans une start-up à très peu d'employés qui a grandi, c'était le début de ma carrière. J'ai travaillé là-dedans pendant 3 ans et ensuite, j'ai joint une autre PME avec 30 employés à Montréal où j'étais dans un rôle plus de commercialisation. J'étais gestionnaire de projet, mais j'étais aussi support client et très rapidement, je passais du côté support aux démos. Donc, c'est un rôle qui est connu comme ingénieur d'application ou ingénieur aux ventes ou pré-vente et différents titres là, qui sont donnés à ce genre de rôle-là. Et donc, soudainement, c'est là que j'ai basculé vraiment du côté technique au commercial, mais ayant quand même un volet technique, faisant partie d'une équipe. Et donc, j'ai évolué à partir de là vers un rôle de vente commerciale. Donc, je suis devenu représentant de logiciels, éventuellement. Donc, toujours dans la high-tech, dans un environnement, dans ce cas-ci, de manufacture, de manufacturing, en électronique puis en radiofréquence. Donc, des produits quand même assez compliqués à produire et à tester. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années et de là, je suis tombé dans un rôle très intéressant chez IBM en termes de représentant aux ventes, de mise en marché, sauf que dans un rôle de mentorat. Ce qui est intéressant, c'est que mon parcours jusqu'à présent, j'avais travaillé beaucoup ce qu'on appelle la business et pas l'ITI et IBM est en train de faire un pivot par rapport à leur approche d'approcher le marché. Et donc, j'ai été embauché comme un contributeur, mais dans une optique déjà établie de faire du mentorat de mes collègues. Et ça a été mon premier intérêt à la gestion de façon, disons, OK. sécuritaire, parce que j'avais pas de gens qui se rapportaient à moi directement, mais j'avais ce qu'on appelle en anglais les dotted lines. Là. Donc, j'avais des gens ils faisaient partie de mes tâches de les surveiller puis les aider, les amener au prochain niveau. Là. Donc, à partir de là, j'ai fait un petit peu un zigzag entre les startups. Je suis retombé, IBM, il y avait 300 000 employés. Dans ce rôle de mentorat-là, je suis tombé vice-président de développement des affaires pour une autre startup de 30 employés qui a eu une exit quelques années plus tard. Dans ce contexte-là, je faisais de la gestion internationale. Je devais mettre en place, j'avais une équipe en Corée, une équipe en Chine. J'avais ma distribution qui était faite avec un partenaire à partir de la France, puis j'avais une équipe locale à Montréal qui faisait une partie du boulot. De là, je suis allé dans une autre firme de taille moyenne. Là, on est dans les 3000 employés, qui est une société euh, montréalaise ou québécoise qui s'était fait acheter par une société française qui s'était fait acheter par un fonds d'investissement américain. Et j'avais un Hey mandat boy, très, compliqué.
Oui, mais d'où le point de l'international que j'avais soulevé avant, c'est que comme j'avais cet Oui. aspect de gérer de l'international, mon profil était devenu intéressant dans ce contexte-là où il fallait faire l'arrimage entre les méthodologies et les processus, dans ce cas-ci de vente technique ou de vente commerciale, dans le produit technique, entre les Français et les Américains. Et donc, le Canada neutre était intéressant comme place pour trouver un manager qui comprenait la culture américaine. J'avais déjà vécu, j'avais été expatrié aux États-Unis et à Montréal, on côtoie beaucoup les franco-français, donc j'étais capable de faire le pont culturel. Donc ça, c'était une gestion culturelle. Mhm. Après ça, j'ai été recruté pour rejoindre les rangs de SAP, donc le voyons, euh, la compagnie allemande qui est connue pour ses ERP, mais j'étais du côté expérience client, donc je faisais vraiment des solutions de marketing puis de commerce. Et là, je gérais l'équipe canadienne, donc toute la mise en marché du Canada. Donc ça, c'était une équipe que j'avais, moi, d'à peu près 18 personnes rendues là. Et ça, c'est vraiment la stratégie canadienne de cette ligne de produits-là, comment on fait, comment on travaille avec les partenaires, le marketing et tout le travail. Donc, ça aussi, j'ai augmenté la gestion de mon équipe directe ainsi que donner une vision, une direction aux autres équipes. Donc, j'avais pas la gestion directe des autres équipes, mais c'était moi qui devais établir un petit peu leur stratégie, leurs priorités, etc. Donc, j'ai fait ça plusieurs années. Ensuite, j'ai été recruté dans une compagnie, je veux dire, de taille moyenne, de 600 employés pour venir gérer vraiment toute l'expérience client. Donc, il y avait l'aspect vente, support à clientèle, succès client, formation, équipe d'intégration. Donc, j'avais 7 équipes au total, avec différentes fonctions, évidemment. Donc, une équipe multifonctionnelle pour justement voir à l'évolution de l'expérience client dans son ensemble. Donc, ça a été mon dernier mandat. Nice. Fait que dans le fond, tu as fait beaucoup de trucs au niveau de la planification, la gestion, la stratégie, des équipes, souvent directes ou indirectes. Donc, c'est toujours d'autres styles de gestion qu'il faut utiliser. Hein. Direct ou indirect, c'est pas nécessairement la même tactique. Il faut utiliser plus l'influence que l'autorité, par exemple. Donc, tu as eu plusieurs variétés de gestion, c'est ça. Exact. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'aspect mise en place, les objectifs et je dirais la distance de la vision dans une multinationale à 100, 200 millions d'employés par rapport à une startup à 30 employés, c'est pas du tout pareil. Donc, il y a un lien, Non, c'est vrai. il y a vraiment, puis ça c'est un petit peu ma carte de visite, c'est cette flexibilité, cette adaptabilité-là entre le type d'équipe direct, indirect, commercial avec une complexité technique dans du gros, petit, international ou local. Donc, moi, je suis vraiment un gestionnaire, si on veut, de type généraliste et non pas quelqu'un de méga spécialisé. Il y a des gens qui savent vraiment une technique très, très, très pointue, puis ils sont le Jedi, là, si on veut, de cette chose-là. Oui. Moi, je suis un peu plus un généraliste qui est le Jedi de l'application des méthodologies de vente dans un contexte B2B complexe, dans des environnements qui sont évolutifs. C'est toujours le cas que la startup, elle veut grandir ou la grande Ben oui. entreprise, elle veut agir comme une startup. Donc, ils veulent ce qu'ils appellent le intrapreneurial ou les Ben, entrepreneurs. entrepreneuriat, oui, Ouais, exactement. exactement. Ouais, Donc, ils cherchent un peu cette vibe-là et j'ai joué un petit peu joué dans ce game-là entre amener l'aspect entrepreneur et très rapide des startups dans les grandes entreprises pour qu'ils puissent être agiles, puis donc diriger les équipes comme ça, et aussi d'amener la maturité des grandes sociétés dans les startups pour qu'elles puissent grandir et mettre en place des bons processus qui sont matures. Donc, c'est Ah, à peu près super. là-dedans où j'ai surtout évolué. Ouais. Pour moi, c'est clairement qu'est-ce qu'un gestionnaire est responsable, c'est de faire des stratégies sur plus ou moins long terme pour avoir une vision du futur. C'est pour ça que moi, je dis que le manager est un voyageur du temps. Puis, aider ses équipes aujourd'hui à agir de façon, comme tu dis, un peu agile parce que, dépendamment des besoins, où est-ce qu'on est, la réalité, ben, il faut pouvoir être capable de pivoter puis être capable de prendre des décisions qui vont faire le plus de sens en fonction des objectifs, de la réalité d'aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on sait du passé aussi. Tu sais. Ouais. Exact. Même que rapidement, le défi qui revient à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, c'est la question, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on est en train d'éteindre un feu ou est-on en train de Oui, construire une fondation pour quelque chose de solide pour plus tard? Il y a toujours un débat, il y a un équilibre à aller chercher, right? Des fois, on n'a pas le choix, on va faire ça, oui, duct tape rapidement,
puis on s'en fout, on leur fera au besoin vis-à-vis, tant qu'à investir du temps et de l'argent et des ressources là-dessus, ben, on va le faire comme il faut. C'est pas toujours évident Ouais. de le faire. Faut toujours essayer de décider qu'est-ce qu'on fait exactement en fonction de la situation, tout à fait. Exact. Fait que là, ça m'amène à ma première question du manager qui est un voyageur du temps, c'est le passé, en fait. Pour moi, on apprend toujours du passé. On a nos expériences, comme toi, tu en as déjà pas mal. Donc, tu t'assois sur cette expérience-là pour être capable d'aller vers le futur, mais aussi tu t'assois sur le fait que tu te connais bien, tu sais c'est quoi tes capacités, puis tu sais comment tu peux t'entourer pour pouvoir être capable d'avoir la meilleure équipe. Donc, pour moi, la première question là, que je vais te demander, c'est quoi le plus beau compliment qu'on t'a donné en tant que manager? Euh, Plus beau compliment, j'en ai eu deux qui se ressemblent, mais qui sont différents. Il y en a un, puis ça c'est plus récent, je vais commencer avec celui-là. C'est, en fait, c'est au dernier mandat que j'avais, c'était un employé qui m'a dit, Wow, je suis impressionné puis inspiré que tu es capable de faire le travail qu'on a à faire en étant vraiment toi-même. Bon, ça touche Hmm. au fait que mon approche avec de l'humour, avec un aspect sérieux, moins sérieux, ma façon d'aborder les choses quand il y a un VP qui vient d'SAP dans une boîte qui est plus petite, on s'attend à ce que ça soit la personne cravate exactement, qui est très carré. Et puis non, j'arrive avec toute ma couleur, si on veut. Et je dis aux gens, non, mais tant que le travail est fait, on s'en fout, là. Il faut être soi-même parce que c'est ça, ça amène tous les aspects de diversité, inclusion, originalité et inspiration. Et donc, ça va faire qu'on va avoir plus de choix pour déterminer comment on va régler le problème ou faire avancer le projet. Donc, cet aspect-là qui ultimement amène un discours de DEI, ben ça, c'était un beau compliment parce que mon objectif d'inspirer les gens, de se sentir inclus puis de proposer des solutions aux problèmes, ben ça avait été atteint. Donc, si on veut vraiment extraire le maximum du potentiel de nos employés, il faut qu'ils puissent se sentir à l'aise. Et donc, ça vient par l'exemple. Et Exact. l'autre, qui est peut-être un petit peu plus traditionnel, c'est une employée qui m'a suivi essentiellement pendant au moins 2, sinon 3 emplois. Euh, je l'ai vu récemment, puis elle m'a dit, elle m'a conté un gros succès qu'elle a eu à son employeur actuel. C'est la première fois depuis longtemps qu'elle se rapporte pas à moi, en fait, elle travaille pour quelqu'un d'autre. Donc, je suis un peu jaloux, j'ai perdu mon Ben oui, je employé. comprends. Moi aussi, j'ai des employés comme ça. Ouais. Puis là, finalement, je l'ai perdu, puis là, elle a eu beaucoup de succès, donc j'étais très fier d'elle, puis elle me dit, oui, mais tout ce que j'ai fait dans ce job-là, c'est toi qui me l'as appris. Donc, Hmm. je t'accorde tous les crédits en tant que mentor, coach, professeur de ce que j'ai réussi à faire dans ce nouveau job-là. Ben, c'est grâce à toi, puis merci, etc. Donc, ça, c'est sûr que quand quelqu'un qui a du succès, c'est un peu une relation parent-enfant, puis quand ton petit va bien, on est un peu fier. Donc, j'ai eu ça récemment. Ouais, c'est clair. Donc, finalement, les deux trucs les plus importants qu'on t'a dit comme compliment, c'est un qui t'inspire à être la meilleure, ben, être soi-même 100%. Donc, c'est vraiment une belle qualité parce que tu montres ça, t'es comme ça toi-même. Donc, t'es un modèle. Puis en même temps, tu as des compétences techniques parce que les autres personnes avec qui tu travailles développent aussi des compétences en te regardant travailler, ce qui fait que eux, après ça, peuvent aussi avoir ces compétences-là. Puis aussi grandir puis devenir faire des success stories finalement là. Exact. Puis ce deuxième compliment est très important pour moi dans mon approche, ma façon de faire, c'est que euh, surtout dans le domaine dans lequel je suis, tu sais, si on est dans les ventes, à un moment donné, on parle du gros deal qu'il faut faire. Ben, l'attente de mon manager ou de mes collègues, c'est que moi, je vais m'organiser à ce que le deal se fasse, puis à un moment donné, c'est comme, ben, vas-y, fais-le toi. Occupe-toi de ce Hmm. dossier-là, toi, personnellement. Mais ça, il n'y a pas de suite à ça, il n'y a pas d'évolution, ou comme on dit en Ça anglais, scale doesn't pas. scale, ça scale pas. Donc, Ouais. il faut que je forme les gens. Mais comment tu fais pour les former de façon à ne pas mettre à risque le deal en question? Donc, il faut, ça c'est vraiment important de s'assurer qu'on est en train de former la relève en même temps que d'assurer la qualité. Ultimement, c'est ça. Oui, exactement. C'est comme tu as dit au début, là, les startups, ça a des objectifs peut-être plus court terme ou plus agiles que la multinationale qui a des objectifs plus long terme. Mais il faut être capable de balancer en fonction de la situation, mais c'est la même chose avec les compétences.
on veut être capable de gagner, mais en même temps permettre aux gens d'apprendre. Donc, en apprenant, on accepte les erreurs aussi d'une certaine manière. Fait que là, c'est de dire, OK, quel niveau d'erreur je suis prête à accepter pour ce deal-là? Tu sais, est-ce que c'est si sensible, pas sensible? Comment est-ce que je coach? Ainsi Puis j'ai eu cette réalisation-là à quel point c'est important, surtout dans les dernières années où il y avait la pénurie des main-d'œuvre. On a eu un peu, on a eu des défis à recruter des gens il y a à peu près 2 jobs. Et donc, on devient très, très, très sensible au fait, OK, les gens que j'ai, là, c'est de l'art. Puis, je peux pas les remplacer. Il y avait une époque que c'était pas bon, on le sort, on le remplace. Mais là, il faut vraiment être plus attentif au développement des compétences, effectivement. Ouais, puis je pense que c'est stratégique pour plusieurs raisons parce que pour une personne qu'elle soit heureuse puis autonome puis ainsi de suite, ben il faut que tu stimules la compétence justement et l'affiliation. C'est des trucs qu'il faut faire pour que les gens se sentent plus forts puis sont capables d'aller chercher les plus gros défis. Fait que s'ils ont des compétences puis se sentent avec une relation forte, mais avec ses collègues ou avec son patron, ben là t'es capable d'en faire encore plus. Donc, comme tu dis, aujourd'hui, on a de plus en plus la difficulté de la pénurie de la main-d'œuvre. Donc, ça, c'est des talents de gestionnaires qui sont essentiels là, pour le futur. Ouais. Et comme tu j'ai répété un peu ce que tu as dit, mais dans d'autres mots, on sait que les gens font un travail, règle générale, 50% à cause du travail, avec ce que ça vient avec, etc. Puis 50% pour le manager. Si on travaille pour un Ouais. bon boss, ben, ça compte pour 50% de la note. Et donc, si on veut pas perdre les employés, c'est important qu'ils aiment travailler avec toi. Donc, l'écoute, elle devient beaucoup plus nuancée et bidirectionnelle par rapport au modèle ancien. Moi, quand mes premiers jobs, là, c'était unidirectionnel, tu te fais dire quoi faire, puis si t'es pas content, tant pis. Ça, moi, j'ai appris à gérer dans ce monde-là, puis aujourd'hui, ça marche pas du tout. Non, ben en fait, je pense qu'on se rend compte que c'est pas ce qui gagne le plus. Ce qui va chercher le maximum de ton équipe, c'est pas cette méthode-là. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai vu les mêmes conclusions. Peut-être parce qu'on est dans un milieu high-tech, peut-être que d'autres milieux, c'est pas ça. Mais on a clairement le biais des gens qui sont dans le milieu high-tech sont beaucoup Ouais. plus je veux me développer, je veux prendre des défis, tu sais, ainsi de suite. Donc, je veux que mon manager m'écoute, mais aussi qu'il travaille avec moi pour que je puisse me développer. C'est souvent ça. Ouais. Exact. OK. Fait que la prochaine question, super difficile. Dans mon livre, je parle du fait qu'il y a 4 types de gestionnaires. Puis c'est important de savoir à peu près lequel on est plus en général pour pouvoir s'adapter parce que souvent l'autre devant soi pourrait être un autre style. Puis souvent, ça peut faire des clashs quand on est un style par rapport à un autre, il peut y avoir des oppositions, des polarisations. Mais les 4 sont essentiels, puis les 4 sont nécessaires pour le bon succès d'une entreprise en général. Donc, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, mais c'est important de savoir quel style on est. Comme ça, on est capable de s'adapter. On se dit, ah oui, là, c'est parce que l'autre est plus comme ça, puis moi, je suis moins comme ça. C'est normal qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc, j'ai 4 styles de gestion. C'est le visionnaire, le stratégiste, l'urgentiste, puis le planificateur. Fait que toi, dans les 4, lequel tu penses que tu es principalement le plus en général? C'est un peu comme les tests de personnalité. On n'est pas un seul Ouais. vecteur. Non, exact. Puis ça On- dépend de la situation, exact. exactement, c'est ça. Mais en Donc, général, as-tu l'impression que tu as une tendance? Ouais. oui, oui, définitivement le stratégique. Parce que la partie OK. vision, typiquement dans les jobs que j'ai eus, ça va venir surtout quelque part, puis moi, je vais la traduire, je vais m'en approprier une partie de la vision du fondateur, du président de la compagnie ou du département. Et là, je vais créer la version pour moi. Puis ça s'applique quand je travaille directement pour le CEO d'une startup ou je me rapporte à un RVP pour l'Amérique du Nord puis je gère simplement le Canada pour une ligne d'affaires très précise. Oui. Ça fait pas de différence. Et donc, une fois que la vision est à peu près établie, moi, je crée une mini-version de cette vision-là, mais je deviens extrêmement stratégique sur les étapes à suivre, les choses à atteindre d'ici quelle année, d'ici tel trimestre, d'ici tel mois, d'ici telle semaine. Il faut se rendre là. C'est quoi mes ressources? Comment je vais me rendre? C'est quoi mes lacunes? Sont où mes défis? Sont où mes angles morts, etc. Puis, OK, c'est quoi mon roadmap pour me rendre à ces places-là? Puis, on revise à fur et à mesure qu'on avance. Donc, c'est définitivement là, sur quoi je pense continuellement. Puis après ça, une fois que je l'ai, pour la partie, mettons, planification, ben pour moi, c'est un exercice rapide qui se fait. Il faut planifier, puis je vais aller chercher des collègues aussi pour m'aider.
Mais pour moi, ça vient naturellement après. Il faut que je sente à l'aise, que je comprends moi-même, je suis capable de communiquer ma stratégie. Puis évidemment, de la communiquer à Ouais. l'équipe, ça en fait partie. Fait que finalement, tu prends la vision, tu la décortiques en grandes étapes, puis après ça, quand c'est le temps de descendre d'un niveau d'échelle de détail, là, tu vas le faire avec ton équipe, puis là, tu vas rentrer dans un mode plus de planification. Exact. Super. Puis j'imagine quand il y a des urgences, tu es un bon urgentiste aussi une fois de temps en temps, mais c'est pas ton mode naturel. Tu vas pas créer des urgences à tous les jours Ben, en parce que fait, t'aimes ça. je dirais que une de mes forces, du moins je le vois comme ça, c'est d'arrêter les urgences. Tu vois, par Les exemple, le urgences. dernier job où je suis arrivé, tout était une urgence. Et il fonctionnait Hmm. urgence après urgence. Oui, parce que c'était des gens qui étaient des urgentistes en Exact. majorité. Donc, c'est le style qu'il y avait, c'est ça. Oui, exactement. Et évidemment, le premier constat quand je suis arrivé dans mon 90 jours, c'était les gens étaient en pseudo-épuisement potentiel, réel ou enfin. Donc ça allait pas du tout là. Du côté la note RH allait très mal. Je dis bon, la première chose qu'il faut faire, c'est de mettre un peu de tranquillité, un peu de prévision, puis de forecast, puis de pouvoir anticiper un petit peu qu'est-ce qui va arriver dans le prochain mois. Les événements des clients, là, on les connaît. Pourquoi que tout est urgent? C'est pas ça. Donc, c'était la première Oui. promesse. En fait, c'est drôle parce que j'ai fait une promesse que je savais pas exactement comment j'allais le faire. J'ai dit aux gens quand je suis arrivé, les urgences vont disparaître. Oui, mais comment? Wow. Détail, détail. Détail, je vais figurer, je suis un Détail. stratégiste, je fais des grandes idées, mais après ça. Après ça, on va trouver. Mais là, d'abord et avant tout, soyez rassurés, ne sautez pas en bas des ponts. On va arrêter les urgences. OK. On a dit l'équipe. Puis là, évidemment, à force de travailler avec les gens, on a trouvé comment faire. Puis, effectivement, on a diminué. Inévitablement, il y en a toujours des escalades, puis des urgences arrivent. Et là, Oui, effectivement, tu as il y raison. en a Il toujours. faut pouvoir, tu n'as pas le choix. Il faut savoir tomber dedans, monter les manches, puis ah ouais. Euh, mais justement, c'était intéressant que ce qui m'a aidé beaucoup dans ce job-là, c'était de dire on n'en fera plus d'urgence. Et c'était Ouais, là parce que j'ai OK. remarqué que les autres départements, par exemple le département de finance, le département des opérations, même le département d'ingénierie, eux aussi, les managers qui sont arrivés dans ces équipes-là, sont arrivés puis on se parlait puis ils disaient ah, moi il faut que j'arrête les feux, il y a des feux partout, puis il faut tomber en mode plus planifié là. Oui, parce que quand on est toujours en urgence, c'est comme un peu, tu pars en mode course, tu sais. Courir tout le temps, c'est épuisant. Donc, l'idéal, c'est d'être à une bonne marche, là, un bon rythme. Mais quand c'est le temps de courir, tu cours, mais après ça, tu reviens à ta marche parce que sinon, à un moment donné, tu t'épuises, hein. Juste courir, ça épuise son équipe. Je vais te donner un petit truc. Vas-y. Euh, des urgences, il y en a tout le temps. Oui, tout le temps. Il y a Ouais. tout le temps, tu peux toujours ouvrir la boîte urgence puis sortir un petit lapin d'urgence. Puis Un truc. il y a tout le Ouais. temps quelque chose qui pourrait être urgent. Et ce que tu viens de dire est très vrai. Si on tombe que tout est planifié, anticipé et connu, ben ça devient routinièrement monotone. Et donc, tu peux même Exact. perdre un peu de drive de tes employés si c'est trop planifié, anticipable, etc. Donc, les urgences viennent aider. Alors, moi, le petit truc, c'est que je ne planifie pas les urgences, bien entendu. C'est un non-sens. Mais comme il y a toujours des urgences, quand je sens que l'équipe commence à être confortable, puis toujours sortir les gens de la zone de confort, il n'y a rien comme une petite urgence, pour casser la routine. Ouais, Moi, je ouais, m'en ouais, ouais. sers en fait des urgences pour sortir les gens de leur zone de confort. Quand je sens que l'équipe, OK, là, ils sentent bien, ils ont fait leur planification, ils ont leur plan d'affaires, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, tous les plans sont en place. Puis là, tu commences à sentir qu'il y a un manque de sentiment d'urgence, justement. Boum! Guys, Donc, malheureusement, finalement, tu travailles à t'assurer que ton équipe ait le bon niveau de défi tout le temps. Moi, c'est comme ça que je vois qu'est-ce que tu viens de dire, parce qu'en réalité, il y avait un niveau de défi qui était l'enfer parce que là, c'était le bordel, c'était le chaos, plein d'urgences. Là, on s'est organisé. Là, on commence à staffer les idées. Là, tu veux monter à un prochain niveau. Donc là, tu lances un nouveau défi. Comme ça, ben, on va se réorganiser pour être capable d'aller chercher le défi. Comme ça, on continue, on monte des marches comme ça. Puis à la fin, quand on regarde en arrière, parce que c'est important, comme on dit, de regarder le passé, on se rend compte que finalement, hey, on a fait tout ça, c'est cool, tu sais. On devient fier. Puis dès qu'on a de la fierté, on se dit, hey, moi, je suis capable d'en prendre encore plus de défis parce que j'ai vu qu'on était capable de progresser, tu sais. Donc, c'est ouais, bien, ça. C'est excellent. exact. J'ai une employée particulièrement qu'en janvier, qu'on a commencé la nouvelle année, elle a fait ça, elle a regardé, elle a vu ce qu'elle avait réussi à faire
par étapes incrémentales comme ça. Puis elle a même commencé à dire, ben là, je me demande, c'est quoi les étapes de cette année? Ouais, c'est ça, j'ai comme excité pour les prochaines, exactement. Ouais, c'est good, c'est good. Cool, ok, fait que super. Fait que, en général, stratégiste, mais t'es capable de varier les plaisirs, mais ta tendance naturelle, ça serait stratégiste. Deuxième question pour moi, c'est en général, il y a des polarités en gestion. Pour moi, j'appelle des biais là, de Ouais. gestionnaire. Puis je vais te poser la question, deux trucs qui sont un peu en opposition, puis tu me dis lequel tu penses que t'es. Ça se peut que tu sois en plein milieu, c'est possible, ça se peut que whatever, mais ça fait réfléchir tout le monde un peu, de se dire, hey, moi, c'est quoi je suis comme polarité? Fait que entre analytique puis intuitif, lequel tu penses que t'es plus? Analytique. C'est sûr que, surtout avec une formation en génie, oui, j'ai de l'intuition, mais c'est définitivement analytique. Ah ouais, ok, parfait, analyse. Fait que tu vas faire des analyses avant, tu vas au moins utiliser ton intuition. J'imagine que tu l'utilises aussi, mais tu vas faire des Oui, analyses pour être oui, sûr c'est de ça. prendre la bonne décision. Je vais dire tout haut ce que plein de gens pensent tout bas. Des fois, tu as une intuition, puis après ça, tu t'organises à ce que les chiffres de l'analyse disent ce que tu veux. We can have numbers. Oui, ça peut arriver, ça. On est d'accord un Ça petit peu. arrive 100%. Oui. Je suis conscient que je le fais mais de façon délibérée. Faut pas se raconter d'histoire. Mais sinon, en cas de choix, ben, je préfère faire une analyse détaillée avant toute décision. Ouais, je comprends. Oh, ouais. Puis en plus, dans le monde de la vente, je veux dire, c'est déjà un monde où est-ce que tu utilises beaucoup ton intuition naturellement parce que c'est des humains. Donc, quand tu es capable, tu t'en vas sur le côté Ben, analytique, en j'imagine. fait, Ça va rajouter. ça, c'est en fait je dirais pas que c'est un mythe, parce que ce n'est pas un. Ah, OK. Ben, c'est une croyance populaire qui, qui est vraie dans les plus bas échelons, puis disons, la vaste majorité. Mais une de mes forces, justement, dans mon coaching, c'est que je me suis intéressé au processus de vente, puis je me suis intéressé à la psychologie Mhm. de vente. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que une conversation avec un client, puis là, on a le feeling, puis on a l'intuition, puis on sait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut amener. En fait, ça se décortique en étapes analysables. On est capable de dire, OK, il a fait OK. tel mouvement, ça m'indique que psychologiquement, il est rendu à telle place. Donc, moi, je dois faire tel move dans mon jeu d'échecs. Ah! Il y a pas mal de littérature aussi qui décortique les notions du cerveau reptilien, là, le cerveau primaire, puis le cerveau rationnel. Et là où les gens comprennent ce que je dis, c'est qu'on dit, tu sais, on connaît tout l'exemple de la personne qui s'en va chez Best Buy, puis qui va à la grosse télé, elle achète la grosse télé, puis elle arrive chez eux, puis pourquoi t'as acheté la grosse télé? Ben, je la voulais, puis là, parce que j'ai besoin d'écouter le Super Bowl sur une grosse télé. Puis on donne une rationalisation après que la vente émotionnelle a été faite. Après. Mais toute cette notion-là de la vente émotionnelle, de la vente rationnelle, ça se décortique en étapes analysables. Et donc, OK. éventuellement, effectivement, les ventes sont beaucoup plus scientifiques que l'on pense. Et oui, il y a un art, il y a une intuition, mais il y a quand Mais il y a même beaucoup de il science. y a beaucoup quand même des analyses que tu peux faire pour prendre des décisions comment approcher un deal. Ouais, fait que finalement, je me rends compte qu'être ingénieur, vendeur, c'est excellent. Ah, c'est super. Good. OK, la deuxième polarité, c'est entre l'organisation puis l'improvisation. Ouais, il faut aller dans les deux, mais j'ai tendance à être plus organisé. L'improvisation, je m'en sers à l'occasion pour mettre un peu de couleur, un peu bon. En plus, c'est drôle parce que je fais de l'impro, j'ai fait de l'impro, je fais du théâtre comme un hobby, fait que c'est sûr que j'étais à l'aise avec l'impro, puis j'aime en amener dans l'équipe, mais en général, mes employés ils préfèrent savoir, OK, je m'en vais là, puis etc. Donc, l'aspect organisation, typiquement, ça me sert plus. Également, pour communiquer avec mes pairs, les autres départements, ça, c'est l'autre chose aussi. Tout le monde a besoin de savoir où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire. On a des interdépendances. Puis je trouve ça beaucoup plus facile qu'on est dans un monde organisé. Je garde l'improvisation à l'intérieur, mettons, d'un atelier. Hmm. OK, là, on a un atelier, il est structuré, on a besoin de sortir d'ici avec tel livrable. OK, on met ça de côté, tableau blanc, ah ouais, là, oui. Mais là, c'est une improvisation en contexte. Bon, puis on va dire vraies affaires. Comme j'ai dit, la vente, même si tu essaies de la planifier autant que possible, des fois, tu es dans une situation client, tu as pris l'avion, tu as visité le client, une conférence, et là, si quelque chose arrive, tu as 30 secondes pour, pour décider qu'est-ce qu'on fait, on y va.
Bien, est-ce que tu aurais l'impression que quand tu es bien organisé, l'improvisation devient Oui, plus facile parce que ça devient dans un terrain un petit peu plus cadré, tu sais, d'une certaine oui, manière? absolument. J'ai eu la chance d'avoir cette école-là, justement, à l'université. Il y avait une troupe d'improvisation que j'ai joint et j'ai appris ces techniques-là. Comment se préparer à être pas préparé, si on veut. Ça se prépare pour l'improvisation. Il y a Ça des se techniques. prépare de pas être préparé, ouais, Exactement. exactement. Et même que je viens d'écouter un masterclass là, de Amy Poehler de Saturday Night Live, elle fait un masterclass là-dessus. Elle dit on va prendre les méthodologies, les techniques d'impro, puis si on les analyse, ben on va être prêt pour la surprise. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Donc les concepts de oui, les concepts Hmm. d'équipe, les concepts de ne pas abandonner, il y a plusieurs concepts là qu'on fait en impro, qu'on les structure puis on les organise, ben on peut s'en servir. Ah, nice. Fait que finalement, on devrait tout faire de l'improvisation dans nos activités para-travail parce que ça va nous aider dans notre travail. Ouais, Oui, c'est ça. ben, c'est la prémisse de base de la diversité, hein. La diversité des gens, mais Oui, aussi la diversité de soi. Et faut se forcer oui, à avoir une diversité d'identité. Ouais. ouais, tout à fait. OK, prochaine question entre collaboration puis autorité. Collaboration. Euh, Autorité, même, je dirais que c'est assez. C'est très. Il y a des situations que l'autorité est utile, mais elles sont plutôt rares. Si on n'est pas en mode collaboratif en 2024, effectivement, dans mon industrie, là, ça va jouer des tours. Oui, je suis d'accord. En fait, ça risque de créer même des tensions potentiellement dans le sein de l'équipe parce que c'est plus à la mode, on pourrait dire. Ouais, Exact. exactement. OK, entre transparence puis confidentialité. Bon, c'est sûr que dans un rôle d'exécutif dans les boîtes, on est exposé à des choses confidentielles, puis il faut savoir gérer quoi. Mais sinon, par défaut, c'est transparence. Même que euh, il y a déjà eu des situations où peut-être que mes pairs trouvaient que j'étais un petit peu trop transparent avec mes équipes. Right? Il y a toujours Hmm. un dialogue, il y a toujours une ligne. Quand est-ce qu'on dit quoi, quand ça peut créer, dire, ah, moi je ne l'ai pas dit à mon équipe, là, il faut un peu gérer ça. Mais quand on est assez euh, dédié à être transparent, les gens autour de toi le savent, ben il faut s'organiser. Les gens savent, ah, Marcelo, lui, il va dire à l'équipe telle affaire, fait qu'on on s'organise autour de ça. Puis il faut le pousser parce Ouais, que exact. il faut la transparence encourage beaucoup la confiance en soi. Quand les gens ils ont une information, c'est cliché de dire information is power, mais quand les gens ont une information, une compréhension de ce qui se passe, ils se sentent plus en pouvoir de leur rôle du truc. Tu sais, je parlais de Hmm. stratégique tantôt. Pour moi, la transparence va ensemble, tu sais, d'être stratégique, mais pas communiquer le pourquoi du comment et tout le reste, ça ne rate pas grand-chose. Ça, OK, parfait. transparence. Donc, en général, transparence. Super. Puis le dernier, c'est entre fibre humaine puis fibre financière. Ouais, c'est sûr que normalement, la bonne réponse, c'est un peu des deux. Mais si je dois choisir un des deux, je suis conscient que mon biais est financier. Et ça, c'est probablement à cause du fait que, bon, à la base, je suis ingénieur de formation, donc c'est les chiffres qu'on apprend pour faire la patente, mais aussi parce que je travaille en vente, en commercialisation. It's always about the number. It's always about the number. Ouais. C'est tout le temps, il y a tout le temps un chiffre, puis on parle tout le temps de ce chiffre-là, ou deux, trois chiffres. On est dans les chiffres, puis toute décision, même une décision humaine, doit être prise pour le chiffre. Moi, dans mon monde, c'est ça. Donc, peu importe, tu sais, des décisions humaines, purement humaines, c'est heureusement ou malheureusement bien vu. Donc, il faut toujours justifier les chiffres. Fait que, naturellement, j'ai un biais que je regarde les chiffres, puis après ça, quand j'ai des aspects fibres humaines, euh, j'essaie de les gérer dans un domaine financier. Après ça, on pourrait avoir toute une Ouais, argument ouais. philosophique si c'est bien ou pas bien, là, puis évidemment, il n'y a aucune équipe, aucune boîte, aucun système économique qui est parfait. Là, on touche justement un aspect qui est difficile. D'ailleurs, on parlait de théâtre, on est en train de montrer une pièce de théâtre qui touche justement ce sujet-là, entre Ah le oui, financier et cool. C'est capitalisme. quoi le nom de la pièce de théâtre? La troupe Histrion, ici à Montréal. Donc, on joue une pièce au mois d'avril, justement, qui touche, c'est une start-up qui a le défi entre l'aspect capitaliste, start-up, business, financier, puis humain. C'est très intéressant.
Oui, mais là, ce que ça me dit, c'est que, étant donné que toi, t'es un gars qui a fait des startups et que tu as travaillé dans la grande entreprise et tu fais du théâtre, ça doit être quand même cool de jouer dans une pièce de théâtre. Ton monde à toi, ça doit être quand même intéressant, non? Exactement. Non, non, on tripe parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on est des experts du sujet. Tu sais, Hmm. étant donné que la troupe, on est des gens, des professionnels en techno, on voit qu'effectivement, oui, ça arrive pour vrai. C'est quasiment un documentaire. Parce qu'il y a des choses qui se passent Ah. il y a des choses qui se passent en société. Des fois, on se dit, man, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on le met sur scène pour communiquer au public en général. Puis il y a des choses qui sont comme dans les films, puis des choses qui sont pas vraiment comme dans les films. Non, ben on le sait tous, là, Iron Man qui fait un robot en une journée, là, ça, on sait que c'est pas possible. OK, good. Ben merci. Fait que dans le fond, tu connais très bien, tu sais c'est quoi en général ta tendance. Fait que s'il y a un environnement où est-ce que tu es obligé d'être plus confidentiel, tu vas faire attention étant donné que tu sais que tu as une tendance transparente. Donc, se connaître, savoir où est-ce qu'on est, c'est excellent. Parce que ça Mais nous permet de mieux agir en fonction de la situation. Hein. non, absolument. Se connaître. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu, quand j'étais vendeur, quand j'étais contributeur, là, j'étais pas encore en gestion, j'avais cette conversation-là avec un de mes mentors. J'ai dit, ben, est-ce que je devrais aller en gestion ou pas? Tu sais, la question se pose à un moment donné. Oui, on s'appose tous, On oui. se la pose tous à un moment donné. Est-ce que c'est pour moi? Je devrais essayer, etc. Et puis, la réponse, je la trouvais assez éclairée. Il dit, là, ce que tu tripes, c'est la techno, c'est l'argent, c'est les deals, c'est les contrats. C'est ça qui te passionne quand tu es contributeur. Mais si tu veux devenir gestionnaire, ce qui doit t'intéresser, c'est la psychologie. Parce que, ultimement, tu gères des gens. Et donc, si la psycho ne t'intéresse pas vraiment, tu es juste vraiment intéressé par la spreadsheet, non. Il faut que tu sois plus intéressé par l'aspect psychologie. Et nécessairement, fait que là, c'est intéressant, mais la psychologie, tu la commences typiquement avec soi-même. Ton premier cobaye, c'est attends, ben, je suis comment, où suis-je, où est-ce que je m'en vais, pourquoi, d'où vient mon enfance, blablabla, tout le tralala. Puis on se rend compte, OK, quand on devient beaucoup plus conscient de soi-même, là, on est, OK, je suis capable maintenant j'ai un intérêt réel à ça, donc je vais faire le saut. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait le saut en gestion, parce que j'étais rendu beaucoup plus intéressé à comprendre la psychologie des gens que comment que la spreadsheet donne à la fin, là. Oui, puis de ce que je comprends aussi, tu as tout analysé le processus de vente, qui est un processus humain finalement, Oui, d'une certaine manière, puis tu l'as tout décortiqué. Donc, c'est clair que tu aimes cet aspect-là. oui, effectivement. Good. OK. Hey, on va passer au deuxième thème. Pour moi, c'est le thème qui est le présent. Pour moi, le présent, on en a un peu touché, en fait, quand on a parlé. C'est, pour moi, les gens, ils ont besoin notre équipe a besoin de prendre des décisions parce que tout le monde est contributeur, tout le monde a besoin de prendre des décisions. Puis, on veut les placer dans la meilleure situation pour prendre des décisions. Puis, je comprends que c'est pour ça que toi, tu as dit tantôt que tu étais transparent. C'est pour leur donner le plus d'informations possible pour qu'ils puissent être dans la meilleure position possible pour être capables d'avancer puis de faire leur travail finalement. Donc, ça serait quoi, toi, les outils que tu utilises dans le day-to-day de tes équipes qui vont aider l'équipe à prendre des bonnes décisions au moment présent? Moi, j'appelle ça les systèmes d'intelligence. Donc, c'est tous les outils qu'on utilise pour permettre à l'équipe d'être intelligente en équipe. Ça serait quoi les outils que tu aimes bien utiliser, toi, en général? Um, je vais être très concret dans mon exemple pour le rendre réel. Donc, si on parle de vente, right? Il y a un chiffre. Ouais. On veut faire 1 million de chiffre d'affaires dans cette équipe-là, cette personne-là, peu importe le territoire en question. On a un objectif. Et là, la tendance typique de base d'une équipe de vente, c'est de dire, OK, ben mettons, je veux dire 1 million. Je veux faire 1 million. C'est quoi mes clients? OK, j'ai un gros client ici. Lui, s'il en achète, il y en a pour 1,2, 1,3. C'est fait. Je vais me concentrer. Fait que je vais mettre tous mes œufs dans ce panier-là. Puis je vais essayer de faire ce deal-là. Il y en a d'autres qui vont dire, OK, oui, mais il est pas sûr. Si je manque ma shot ici, je suis un zéro. Donc, ça marche pas. Il faut que j'ai une diversité dans mon portfolio de clients que je vais aller chercher. Donc, ça, c'est un exemple que j'aime bien parce que cet exemple-là montre que, OK, on sait, la stratégie, la vision, il faut atteindre le chiffre. OK, on a un objectif.
Mais c'est C'est quoi? ta vision 1 million. 1 million. Ton objectif. C'est ça, c'est l'objectif. Là, je simplifie un peu, là, je prends un exemple simple, là, mais pour Oui, expliquer qu'après oui. ça, comment que tu le décortiques à un niveau qui va dicter. En fait, moi, ce que je cherche à faire, c'est de donner une information à mon employé à ce qu'il ou elle fasse le bon choix au bon moment sans que je sois là. C'est sûr que je leur dis, Oui, c'est ça, exactement. parlez-moi, dites-moi ce qui se passe. Puis là, ils disent, ouais, le client m'a appelé, telle affaire. Puis là, non, peut-être tu pourrais considérer ça. Puis après 3 fois, je dis, non, là, l'autorité, non, là, tu vas faire ça parce que là, il faut que tu m'écoutes, là, c'est top-down, là, tu vas faire ça. Mais avant de me rendre là, j'espère que l'employé va faire son bon choix. Mais comment il fait pour prendre une décision sans avoir toute mon expérience? Alors, je donne Oui. deux exemples. Moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai décortiqué, ce chiffre-là, ce million-là, en 2 KPI. En simple, à regarder, dans nos systèmes, typiquement, l'outil de travail, c'est un CRM, un système de relations clients qu'on utilise pour faire le suivi, puis il y a des métriques, puis il y a des suivis qui font là-dedans, puis moi, je m'organise à avoir des rapports, puis je partage ces rapports-là avec les gens, ils peuvent le consulter sur leur téléphone quand ils veulent. Puis il y en a deux. Il y a ce que moi j'appelle le weighted pipeline. Donc ça, c'est une métrique de tous les clients sur lesquels ils travaillent avec une pondération selon où est-ce qu'ils sont, puis on utilise une méthodologie pour établir cette pondération, etc. Eux autres, ils ont simplement besoin de rentrer quelques données, puis le système, il sort un chiffre, un pourcentage, on fait la somme, et là, il y a un chiffre. Fait que là, on vise 1 million, puis ben, il faut que ce chiffre-là soit le double, mettons. Il faut que ce soit 2 millions. C'est simple. Si ton chiffre, à tous les matins, tous les soirs, quand tu le regardes, il est plus petit, il faut que tu ailles chercher, t'es en retard. Ton choix de où est-ce que tu passes ton temps, est-ce que je vais aller à un meeting de formation, est-ce que je vais aller faire une activité de réseautage avec des clients. T'sais, tes choix sont faciles, ton chiffre n'est pas assez grand. Si ton chiffre est beaucoup plus grand, tu as un problème de qualité. Donc, tu as probablement des clients qui te font perdre du temps. Sois plus critique de ton temps. Fait que le choix de comment passer son temps, comment faire son travail, il est fait basé sur mon benchmark, c'est 1 million, je suis au-dessus. Ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième KPI que j'utilise, c'est le niveau d'activité. En vente logicielle complexe, B2B, etc., c'est connu à travers toute l'industrie. Normalement, un vendeur devrait passer, disons, 10 à 12 meetings de valeur avec un client. Hey, puis comment ça va? On peut-tu se parler la semaine prochaine? Ça compte pas. Là. Mais vraiment, une rencontre là, avec du contenu pertinent, une dizaine par semaine. Une dizaine par semaine, c'est un le matin, un l'après-midi. Ça a l'air peu. Mais en fait, ben, quand même, il faut aller le chercher, mais il faut c'est plus que tu aies difficile cette que l'on pense. activité-là. C'est plus difficile que l'on Oui, pense. Et puis, quand tu dis c'est 10, même chose, c'est un chiffre. Si j'en ai 12 ou 15 dans ma semaine, il y a du bruit, la qualité sera pas là. Puis si j'en ai 6, statistiquement, c'est là que je suis un peu comme un médecin. Si tu regardes, les médecins, ils prennent des décisions pas basées sur la biologie, ils basées sur des mathématiques statistiques. Mais même chose, si tu es juste en train d'avoir 3, 4, 5 meetings par semaine, tu n'y arriveras pas. Fais-moi confiance. Puis ça monte à fait 2 10. trimestres qui voient effectivement quand je suis occupé avec ce taux-là. Ça donne le tu sais, on veut courir un marathon, là. Est-ce qu'on court à 3, 4, 5, 6 minutes par kilomètre, là? Ben, on établit notre pace. Ben, moi, je donne le pace, puis je donne la cible. Puis juste avec ces deux KPI-là, puis moi, ma job, c'est juste de répéter à l'employé, hey, voici tes 2 chiffres. Ah, voici tes 2 chiffres. Ben oui. Voici tes 2 chiffres. Mais non, mais ce que j'aime avec tes 2 chiffres, Marcelo, c'est qu'il y en a un qui est en fonction de la vitesse. Puis moi, tu sais, la clé, c'est le temps. Puis bon, moi, je trouve que c'est important. Fait qu'on sait où est-ce qu'on veut se rendre. Donc, on a la vision du futur. On sait à quelle vitesse on roule, finalement. Fait qu'on sait si on va se rendre ou on va pas se rendre. Fait que dans le fond, j'aime ça parce que tu as vraiment deux trucs qui t'aident. Tu vois le futur, puis tu vois où est-ce que tu es, sur quelle vitesse. Fait qu'après ça, tu es capable de dire, OK, là, il faut que je monte... je crains un petit peu plus là-dessus ou je descends là-dessus, donc pour être capable d'atteindre ma cible, c'est excellent. Une fois que si tout le monde était comme toi, ça serait fantastique. Mais le truc, c'est de le rendre simple comme ça parce que le coaching après est facile. Oui. Parce que quand je rencontre mes employés, je fais juste leur demander, OK, il est où ton chiffre? Il est haut trop bas? Puis parce que c'est pas compliqué à expliquer là, dans une conversation rapide, t'as compris le concept, mais mes employés comprennent ça. Fait que moi, je pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ton choix, c'est ton temps, c'est ton KPI. Ben, naturellement, ils vont dire, ben,
je m'engage à, OK, parce que ça vient de toi, c'est toi qui as décidé, je vais faire plus de rencontres, je vais faire ci, je vais qualifier le client, etc. Donc, une fois que l'employé, il est décidé, il ou elle a décidé que c'est ça que je vais faire, ça t'appartient. Go. Ben oui, exact. Puis là, qu'est-ce que c'est le fun, c'est qu'à chaque fois, tu as la même rencontre. Donc, on commence à être bon. Plus qu'on, la répétition rend bon, hein. Donc, en général, c'est Exact. souvent ça qui fait que tu deviens master. Donc, si tu rencontres ton équipe à toutes les semaines, à tous les mois, ainsi de suite, puis c'est toujours les mêmes genres de questions, à un moment donné, on commence à être bon à pouvoir, tu sais, comme attaquer finalement son métier ou atteindre ses objectifs, là. Ouais. Exact. C'est cool. Excellent, super. Il faudrait que je rentre dans une de tes équipes pour apprendre à vendre parce que je suis pas super bonne là-dedans. OK, good. La prochaine question, fait que pour aider l'autonomie et la prise de décision, pour toi, c'est vraiment deux outils clés. C'est regarder la vitesse puis la cible. C'est vraiment tes deux gros. T'en as sûrement plein d'autres, mais ça, c'est les Oui, deux forts que exactement. tu utilises. J'essaie de garder, puis c'est ça. Puis quand je change de département, là, je donnais un exemple de vente, mais peu importe, il y a moyen. En fait, c'est toujours ça que je cherche. Comment je fais pour la cible puis la vitesse selon le job. OK, parfait. Fait que là, l'autre question que j'ai pour toi, c'est la partie routine. Parce que moi, je considère que souvent, dans le moment présent, d'avoir des bonnes routines, ça nous rend beaucoup plus efficaces en général. As-tu des routines que tu as dans ton travail ou dans ta journée que, tu sais, je veux dire, ils t'aident à performer puis à être la meilleure, au meilleur de tes capacités, puis tu Oui, aimerais ça partager? la première, je dirais que moi, je fais pas des heures affilées, tu sais, des 8 heures, disons, là. Le système de bureau, il est mauvais pour ça parce que la créativité, bon, les concepts de travail 50 minutes, prendre 10 minutes de pause, etc., là, c'est très difficile de mettre en pratique. Donc, ça, en général, j'essaie de couper mes journées, j'essaie de partir tôt, aller voir mes enfants, puis je me replogue plus tard. Toutes ces notions de flexibilité qui sont un petit peu à la mode, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est niaiseux, mais la routine la plus importante, surtout quand on est un exécutif, puis on est tiré par 25 millions, et on a toujours trop de rencontres, puis de meetings, puis de livrables. La routine la plus importante, c'est de garder, de bien manger, bien dormir, faire du sport, faire des activités de hobby autres qui sont complètement différents pour garder le cerveau en train de travailler les différents muscles et maximiser la créativité. Donc, ça, la routine, en fait, il faut qu'il y en ait une. Et je dirais même que naturellement, le cycle de la vie fait en sorte que tous les 3 mois, à peu près, ça change. La routine, elle, faut qu'elle change aussi. Fait que pendant les prochains 3 mois, disons 3, 4 mois, ben c'est ça ma routine. Puis des fois, ben, par exemple, je vais aller m'entraîner avant d'aller travailler. Puis après ça, je ferai plus ça pendant un an. Ça va revenir un an plus tard. Donc, il y en a une routine. C'est important d'en avoir une, puis la diversité dans la routine. Puis il faut que la routine change autrement. Moi, c'est à peu près comme ça que je la routine. Mais c'est sûr, après ça, j'ai OK. mes préférés. Mon administratif, je le fais là. Mes rencontres d'équipe, je le fais là. Puis bon, ça aussi, je le fais. Fait que de ce que je comprends pour toi, là, c'est important, parce que là, je sens qu'il y a quelque chose derrière, fait que je vais essayer de voir si c'est vrai. Pour toi, il y a le travail, mais il n'y a pas que le travail. Il faut que tu aies une diversité parce que, comme tu dis, bien dormir, bien manger, aérer ton esprit, ainsi de suite, parce que tu veux être vraiment bon dans ton travail. Tu n'as pas le choix d'avoir des trucs à l'extérieur pour t'aider à gérer ton stress, avoir une meilleure santé, une meilleure forme, parce que dans le fond, nous, en tant que gestionnaire, on absorbe beaucoup, donc pour bien redistribuer à son équipe. Donc, il faut que tu sois au top de ta performance en général. Il faut que tu sois capable d'en encaisser d'une certaine manière. Puis la meilleure façon, c'est bien dormir, bien manger, faire des activités, prendre des pauses. Donc, ça fait partie de ton métier de prendre soin de toi d'une certaine manière. Est-ce que je Absolument. comprends bien? Oui. Et puis au début, j'étais gêné quand quelqu'un, peux-tu faire une rencontre à 5 heures? Puis là, il fallait que je dise non. Maintenant, c'est un non facile. Je dis non, si tu veux que je sois capable de répondre à ta question, je sais c'est quoi ta question. Je vais répondre à 8 heures, parce qu'à 8 heures, je vais avoir une bonne réponse. À 5 heures, j'aurai pas de bonne réponse pour toi. Puis c'est drôle parce que Ouais. à 5 heures, que j'aille au gym, que j'aille cuisiner pour mes enfants, parce que je fais d'autres choses, boum, l'idée me vient. C'est créativité one-on-one, Hmm. là. Puis là, elle arrive, à 8 heures, Ouais. on se parle, voici la réponse, j'y ai pensé tantôt, tac, 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 donne, ça prend 15 minutes. Mais je le sais que si Ben je, oui, tandis que si tu t'étais forcé à le faire au timing qu'on t'a demandé, ben là, peut-être que ça aurait pas été aussi bien. exact. Ouais.
Exact. Ouais. Moi, des fois, j'aime ça dire à mes managers, tu sais, veux pas, avec les années, on commence à être directeur, senior director, puis là, on a beaucoup de managers en dessous de nous, puis une des responsabilités que je leur dis tout le temps, c'est tu es responsable de prendre des pauses, ça fait partie de ta job. Quand tu prends une pause, là, pour moi, c'est que tu prends ta job au sérieux, parce que pour moi, c'est essentiel de bien se relaxer, prendre le temps de gérer son stress, parce que moi, j'aime bien dire, là, c'est un exemple que je prends tout le temps. C'est quand tu cherches tes clés, tu les trouves pas, puis là, t'as ton conjoint à côté de toi qui te dit, ben là, où est-ce que tes amis, t'aurais pas dû les mettre là, puis ils te mettent de la pression, tu les trouveras pas plus vite en Non. général. Donc, en général, c'est mieux d'être plus calme. On va plus vite quand on est plus calme. On a plus de capacité cognitive. On est capable de mieux faire des choses. Il faut pas être trop calme non plus parce qu'on s'endort. Mais il y a un certain niveau d'alerte qu'on doit de pas dépasser parce que quand on dépasse, on est moins bon. Exact. Donc, pour moi, être un gestionnaire, c'est aussi la responsabilité, c'est d'être calme et zen et bien dans sa peau. Parce que Oui. sinon, on peut moins en prendre. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est bien. OK, fait que dans ta routine, tu t'assures que tu as ça. Oui. Pour toi, c'est bien important. OK, excellent. Parfait. Fait que là, on va passer au troisième thème qui est le futur. Donc, la vision du futur. On en a aussi déjà un peu parlé parce que, comme tu as dit dans tes KPI, tu as la vision du futur, c'est super important. Puis, tu es aussi un stratégiste, donc c'est quelque chose qui est important pour toi. Comment tu la partages, cette stratégie-là, ou tu la crées, mettons? Est-ce que c'est à l'année, au mois? Comment ça marche? Comment tu crées cette vision-là? Um, donc, il va y avoir des différents niveaux, tu sais, de vision. Mon dernier mandat chez SAP, il m'avait donné un mandat pour les 12 à 18 prochains mois. Il dit, tu sais, on aimerait accomplir X. Chez Joe Comply, c'était une vision 5 ans. Donc, je travaillais dans un contexte où il y avait des objectifs, des visions, des souhaits, des ambitions à différentes places. Euh, et éventuellement, ça se décortique. Le 18 mois devient annuel, devient trimestriel, le 5 ans. Bon. Et ce qui est bien dans les structures dans lesquelles j'évolue, il y a toujours éventuellement quelque part, OK, faut pondre un document, faut la communiquer. Toi, c'est quoi? Donc, Mhm. généralement, justement, je vais faire une partie du travail qu'on appelle du deep work. Là. Moi, je vais m'isoler. Habituellement, c'est le soir que je le fais parce que je me fais pas interrompre et je travaille bien le soir. À l'occasion le matin, mais jamais l'après-midi. Puis là, je vais embarquer dans mon deep work puis je vais réfléchir, OK, pour me rendre, c'est quoi mes ressources, c'est quoi mes dépendances, où est-ce que ça va merder, bon, etc. Fait que donc, je fais mon plan. Après ça, typiquement, j'en parle avec mon patron pour s'assurer qu'il ou elle est d'accord. Puis ils peuvent aussi m'amener de l'expérience puis une sagesse pour l'améliorer. Puis après ça, c'est une pleine communication. Puis des fois, le plein de communication, c'est OK, je rencontre l'équipe lundi puis je leur dévoile tout. Ou des fois, ça va sortir au compte-goutte parce qu'il faut qu'ils absorbent le truc ou je le mets en étape. Mais c'est à peu près ça. C'est moi que je me mets dans une bulle créative, je ponde quoi, je la fais valider des fois aussi avec des collègues, des fois un employé particulier qui va pouvoir me mettre au défi là, de mon plan. Après, c'est une Oui, te communication. challenger un peu. OK. Je fais toujours ça comme ça. Fait que dans le fond, toi, c'est toi toute seule, deep work, que tu t'analyses, tu regardes la vision, puis tu décortiques. Puis là, j'aimerais ça sortir un peu de ton cerveau. Qu'est-ce que tu décortiques? Parce que tu as parlé les ressources, Oui, ben moi comment tu j'utilise décortiques, ouais, mettons? moi j'utilise la méthode People Process Tech. Fait que peu importe l'objectif ou la chose à atteindre, la vision, peu importe comment c'est mesuré. Première question, est-ce que j'ai les bonnes personnes? Est-ce que les bonnes personnes dans le bon siège, qui font la bonne tâche avec les Avec les bonnes capacités, compétences, les ainsi de suite. compétences, les ressources disponibles à elles? Sont-ils dans, c'est niaiseux, mais dans mon dernier job, là, sont-ils dans le bon time zone? J'avais un problème que j'avais Oui, trop d'employés sur la côte ouest, pas assez sur la côte est, ça crée un problème d'horaire. Bon, alors les gens, première chose, les gens. Puis ça, c'est inévitablement, tout le temps, t'as pas tout à fait la composition parfaite. Il manque quelqu'un est parti, quelqu'un est en arrêt de maladie, peu importe la raison, t'as un problème d'équipe où ils n'ont pas la bonne compétence. Donc, c'est quoi mon plan pour pallier à ça? Est-ce que je vais faire une demande de budget pour embaucher quelqu'un? Est-ce qu'il faut que je déplace un employé? Est-ce qu'il faut que je forme quelqu'un? Est-ce que j'ai trop de personnes, etc. Donc, ça, c'est la première question. Ensuite, les processus. Mais les processus en place aujourd'hui, est-ce qu'ils vont se rendre? Est-ce que les gens savent cliquer sur les bons pitons pour faire le job? Euh, Sinon, et puis 100% du temps,
il y a un processus qui n'est pas tout à fait au point. Donc, gestion de changement. Il faut que je change un processus. Où est-ce que ça va accrocher? Qui voudra pas? Fait que là, pour moi, la gestion de changement, c'est un outil pour améliorer le processus. Puis finalement, la technologie. Donc, est-ce que j'ai les outils technologiques pour le faire? Et donc, dans mon domaine à moi, c'est toujours une question de CRM et les outils adjacents, l'aspect techno. Donc, ça, c'est la partie la plus facile. C'est vraiment les gens puis les processus. Et surtout, quand tu sautes de l'un à l'autre, ben, c'est toute la gestion de changement. À la vitesse à laquelle on roule, ben, il y a beaucoup de gestion de changement. Mais pour moi, ça, c'est une conséquence du fait qu'il faut que je me rende là. Ça me prend telle équipe, ça me prend tel processus en place. OK. Fait que dans le fond, quand tu as la vision, ta stratégie, pour développer ta stratégie, tu regardes 3 grands pans. C'est people, process, puis technologie. Tu regardes est-ce que j'ai tout, est-ce que j'ai pas tout, qu'est-ce qui me manque, puis là, à ce moment-là, tu te dis, OK, il manque des compétences, comment je fais? Je vais chercher quelqu'un, est-ce que j'engage, est-ce que je fais des formations, est-ce qu'on donne des projets qui vont faire que les gens vont évoluer, Consultant. ainsi de suite. Un consultant, exactement. Ouais. C'est ça. Whatever. Parce que là, après tu as un trou, tu as un manque. Comment est-ce que tu fais pour le combler? Donc, c'est comme ça que tu vas développer ta stratégie. Puis, okay. puis le développement de la stratégie, ce que ça fait, c'est que quand j'ai décortiqué comme ça, nécessairement, ça impacte le budget. Fait que là, c'est une conversation avec, ben, est-ce que j'ai le budget pour? Les 3 touchent au budget. Donc, il y a tout le temps. Tout le temps. Puis là, il n'y a jamais assez de budget, ou quand il y en a, c'est quasiment mauvais. C'est bon. Donc, tout ça, budget puis gestion de changement, c'est les outils pour régler ces 3 volets-là. Oui, tout à fait. Puis c'est intéressant parce que justement, moi, dans le livre, comment je structure, justement, il y a une section budget, mais il y a une section process qui est super important. Puis pour moi, ça fait partie des éléments qui sont clés pour le système d'intelligence, d'avoir des bons processus, pas nécessairement rigides, là, mais des méthodes de travail pour aider tout le monde à comprendre leur rôle et responsabilité. Parce que malheureusement, on peut pas tout faire le process par une seule personne. Bien souvent, il faut se le partager. C'est où ma ligne de quand est-ce que j'arrête, puis c'est qui embarque, puis qui est responsable. Des fois, c'est un département puis un autre département. Des fois, c'est les mêmes personnes dans le même département. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, avoir des processus en place relativement clairs, ça l'aide à comprendre bien les rôles et responsabilités parce que quand on connaît pas son rôle et sa responsabilité, c'est difficile d'avoir une autonomie puis avoir une capacité d'initiative. Parce que là, tu as peur de piler sur le pied de ton ami, t'as peur de déranger, fait que là, tu le fais pas. Fait que quand tu sais qu'est-ce que tu es responsable, tu as plus d'initiative en général, tu as plus d'autonomie. Je dirais que moi, ça c'est cool arrive. Que tu regardes ça. La règle 80-20, là, 80%. Oh, non, c'est peut-être pas. Allez, je dirais peut-être 50-50 là, du temps. On est vraiment dans les processus. On a une dépendance, on va piler sur les pieds de quelqu'un d'autre. Et pour moi, ça fait partie justement de la négociation puis la gestion de changement. Dire, écoutez, non, avant, c'était toi qui faisais ça, ben là, j'aimerais ça m'en occuper. Ou, moi, j'ai ça, mais il faudrait que je te le donne. Donc, ça fait partie. Puis des fois, le plan ne marche plus parce que, ben non, moi, j'ai d'autres priorités. Ben oui. Donc, c'est ça. Par exemple, un exemple concret, le dernier job, la partie formation des produits de mon équipe, la responsabilité de ça, elle s'est promenée en 3 équipes. Oh! Parce que, telle équipe, c'est nous qui le fait. Ouais, mais vous n'avez pas vraiment les compétences pour, qu'on va le déplacer, telle équipe. OK, mais là, on a d'autres priorités encore plus importantes, fait qu'on n'a pas le temps de se rendre. Fait que là, mais il faut que ça se fasse. OK, ben, je vais prendre la responsabilité. C'est un exemple. En 3 trimestres, on a eu 3 variantes de comment régler cette responsabilité-là. Ce trou-là, exactement, de responsabilité-là. Ouais. Puis ça a l'air drôle à dire, mais je trouve que les gestionnaires, nous, on est responsables de ça. De s'assurer que les interconnexions sont claires. S'il y a des trous, comment on les comble, justement, parce que après ça, l'équipe, elle navigue, puis il y a des trous partout, puis c'est pas évident, puis t'es moins efficace dans ce temps-là. Donc, nous, on a la responsabilité de s'assurer que, OK, c'est peut-être pas 100% parfait, mais au moins, il y a quand même, tu sais, ça c'est jouable, là. Tu sais, tu peux jouer dans le terrain de jeu, là. Il y a pas plein de trous, tu sais. Exactement. Cool. OK. Fait que, selon toi, comment est-ce que le rôle du manager, parce qu'on va utiliser ta vision du futur, là, comment tu penses que le rôle du leader ou du manager va évoluer dans les prochaines années? Donc, si je décortique pour moi le mot manager puis leader, puis ça, c'est tout intéressant. D'ailleurs, il y a un podcast d'économistes que j'ai écouté récemment qui prend le temps de bien nuancer la différence entre un leader puis un manager. Tu sais, l'aspect leader qui inspire, puis le manager qui s'assure que ça roule. Tu sais, il est quand même.
Puis C'est on ça. s'attend Ouais. à ce que les gestionnaires aient les deux. Oui, on s'attend à ce que les gestionnaires aient les deux, surtout aujourd'hui dans Oui. un monde de pénurie de. Oui. Oui, t'es obligé. Oui. Donc on prend ça comme base pour la question. Ce qui s'en vient, c'est juste ça, mais plus vite. Moi, OK. moi, je regarde, tu sais, l'automatisation. Je regarde quand je travaillais chez IBM, ça fait, j'en monte il y a 15 ans, la vitesse à laquelle les choses changeaient, que les managers on devait, puis que les jeux de règles changeaient, puis que c'est plus comme ça, puis les clients, puis le marché. Puis je regarde mon dernier job, à tous les 3 mois, la dynamique du marché avait changé. Donc, les choses sont juste plus rapides. L'outil, si je regarde mon People Process Tech, le processus, il va changer plus vite. La tech qui va nous appuyer va changer plus vite. Peut-être nos produits qu'on vend évoluent plus vite. Donc, pour moi, je pense que c'est juste les mêmes problèmes qu'avant. On amène de l'automatisation, par exemple. Donc, on monte une tâche du savoir. Puis là, on automatise ça, puis on monte le savoir. On automatise, on monte le savoir. Ça, c'est juste de plus en plus rapide. Donc, le leader de demain, il faut qu'il soit à l'aise avec le taux de changement. En fait, je pense La que c'est vitesse, ils soient la à l'aise vitesse à avec la laquelle. rapidité de changement. Exact. Puis là, la diversité va rentrer de plus en plus. Moi, les équipes que j'ai aujourd'hui sont beaucoup plus diverses que celles dans lesquelles je me trouvais il y a 10 ans. Donc, de savoir naviguer, je veux dire, c'est niaiseux, mais le dernier job où j'étais, on avait une très, très, très grande population d'Ukrainiens dans la compagnie. Puis moi, avant d'être dans ce contexte-là, moi, franchement, les différences fondamentales entre les Ukrainiens et les Russes, je les connaissais pas vraiment. Mais là, je suis dans un environnement où, dans le contexte géopolitique actuel, c'est important de les savoir. Nouvelles choses à apprendre, right? Donc, même chose quand j'ai commencé à faire les affaires en Asie. Je travaillais il y avait des Japonais, il y avait les Coréens, puis il y avait les Chinois, puis il fallait vite que j'apprenne les nuances qui sont pas si nuancées que ça, c'est assez gros comme différence. Oui, Mais c'est tant des que grosses nuances entre le japonais et le chinois. les Coréens, au début, tu le sais Ben pas, oui, tu sais que c'est différent, mais tu sais pas où la différence, puis à un moment donné, tu l'apprends, puis tu l'apprends bien. non, Puis je pense que le leader, ouais. il faut que son intérêt, puis son appétit, puis sa capacité de devenir plus psychologue, puis de suivre ces choses économiques, humaines, technologiques et autres, il faut juste qu'on soit à l'aise de dire que, OK, puis on a des lacunes, on sait pas tout, c'est pas grave. Non. On est capable d'apprendre. Fait que, méga cliché, ben, il faut apprendre à apprendre. Ben, cette capacité d'apprendre à apprendre est de plus en plus importante. Et puis d'appliquer rapidement. Oui. Donc, les leaders de demain, Parce que ils ça vont va vite. Parce que ça va de plus en plus vite. ouais, Exactement. ouais. Ouais. Fait que finalement, Est-ce qu'à on un moment pourrait donné, dire ça que va le aller trop vite? gestionnaire, il doit être. Vas-y, Est-ce excuse-moi. qu'un jour, ça va aller trop vite? Je ne le sais pas. J'ai pas besoin de répondre à cette question-là. Si ça va trop vite, ça va péter, puis ça va être ça. On va relancer. Ou pas. Mais en fait, c'est ça, hein. Si tu cours trop longtemps, à un moment donné, tu t'épuises. Fait que c'est ça, ça va péter, exactement. Je suis d'accord. Il y a certaines limites naturelles à tout système, tu sais. Fait Exact. que ça va s'auto-réguler, mais ça veut dire que la capacité va quand même, comme tu dis, la capacité, on va développer des compétences, on va automatiser. Les compétences, on va automatiser, mais ça va être vrai, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu vas, OK, je suis plus capable, j'ai besoin de mettre des process, des outils en place, de la technologie, et ainsi de suite. Donc, ouais, OK. Fait que dans le fond, la capacité d'apprendre, d'avoir un mindset d'apprentissage, c'est vraiment la Ouais. clé du succès pour la suite. Autant apprentissage technique que humain, que psychologique, que, tu sais, all over the place. Là. Exact. Bon, super. Mais fait que tout le monde qui écoute ce podcast-ci, c'est bien parce que là, ils ouvrent leur chakra à plein de nouvelles affaires. Donc, c'est excellent. Good. Fait que, mettons, avant, tu sais, pour la dernière question, avant de s'en aller, qu'est-ce que tu aimerais ça ajouter ou à dire aux auditeurs que j'ai pas posé la question, puis que tu aimerais partager aux Oui, c'est ça. managers de demain? Tu m'avais dit que tu allais me poser cette question-là, fait que j'ai pensé un peu, puis ça a été très, très, très rapide pour moi de trouver une réponse très simple. C'est que, euh, puis c'est surtout important pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, parce que les gestionnaires qui ont déjà une certaine expérience, ils le savent d'une certaine façon déjà. Mais les jeunes, moi, je me souviens quand j'ai commencé à gérer, j'avais un archétype. Il faut que je devienne ça. C'est ça qu'un manager est. Et Hmm. donc, je vais évoluer à ça. Um,
Même si on est dans ce concept-là, si on est dans ce mind frame-là, qu'on a un mentor ou un leader type, ou on a lu tous les livres de Musk, puis Jobs, puis tous les autres leaders, puis Bezos, puis on les trouve hallucinants, puis on veut être comme eux, là, mettons, là. Peu importe ça, il faut que l'exercice d'introspection soit fait pour connaître son why. Puis là, je fais référence à Simon Sinek, Start with Why. On a tous Ouais. un pourquoi personnel. Il faut le savoir, puis il faut connaître ses valeurs. Inévitablement, en contexte de gestion, en contexte même comme contributeur, mais en gestion, c'est amplifié, il va y avoir des conflits. Il y a des choses qu'il faut qu'il arrive, qu'il faut qu'il se fasse. Et si on n'est pas capable de nommer, je suis en conflit de valeurs, par exemple, tu vas avoir de la difficulté à t'en sortir. Quand tu es capable de nommer, OK, la Oui. compagnie ou le client ou la situation requiert que je fasse ça et je suis en conflit de valeurs, on gère le conflit. Fait que là, tu prends une décision. Est-ce que je vais avec mes valeurs? Est-ce que je fais une exception? Mais tant qu'on n'est pas clair qu'il y a un conflit, on spin. Donc, moi, je dirais que ça, c'est important dans l'autoconnaissance, si on veut, de connaître son pourquoi puis ses valeurs. C'est crucial. Good. Fait que finalement, là, quand on se lance dans cette aventure-là, il faut apprendre à se connaître. C'est vraiment un truc essentiel. Puis le why et les valeurs sont la base parce que c'est challengeant comme environnement. Puis des fois, ben, on est mis dans des situations où est-ce qu'on se dit what the fuck. Puis là, ben, si on se connaît pas bien, ben là, ça se peut qu'on fasse des trucs qui sont complètement déconnectés, puis on va pas se sentir bien après, puis Exact. on risque d'avoir des regrets, puis pas être bien, puis mal gérer après, puis ainsi de suite. Donc, bien se connaître, c'est super important. C'est étape numéro un. Étape numéro 1. Ça tombe bien parce que dans mon livre, c'est l'étape numéro 1. Hein, on pense pareil. Yeah. Hey, ça a été super de l'entrevue ensemble. Je pense qu'on pourrait continuer à l'infini. J'aurais des millions de questions. Ton style de gestion est top. Clairement, je pense qu'on peut dire que tu es un manager voyageur du temps. Donc, tu es capable de manœuvrer les vitesses, les distances, le futur, le présent, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment excellent. J'espère que tout le monde va avoir aimé aussi l'entrevue. Puis si c'est le cas, ben écrivez des commentaires, posez des questions. On va pouvoir vous répondre. Ça va être super. Certainement. Merci, Marcelo. Merci, Isabelle. J'espère que cette entrevue vous a plu et que vous avez maintenant des nouvelles pistes pour votre carrière de gestionnaire. Si vous avez envie d'aller plus loin sur certains aspects que vous avez entendus pendant notre vue, je vous invite à lire mon livre Le manager est un voyageur du temps. Bonne journée!